Avant de commencer cette vidéo, une petite annonce rapide pour vous annoncer que le projet Trinax est en ligne. Il s'agit d'une campagne de financement participatif sur Ulule afin de récolter suffisamment de fonds pour emmener mes étudiants sud-africains sur le terrain et leur apprendre les techniques de fouilles paléontologiques et de prospection. Cette année, nous faisons cette campagne en collaboration avec Valentine de Sciences de Comptoir et si jamais la campagne est un succès, nous emmènerons Valentine avec nous pour faire les fouilles en Afrique du Sud dans le Karoo. Si vous souhaitez en savoir plus, un lien est disponible en description afin d'aller voir la page, de lire le descriptif du projet Trinax et si vous le souhaitez, de faire un don ou de partager le lien afin de faire connaître le projet Trinax autour de vous. Merci d'avance pour votre soutien, soit en partageant, soit en faisant une donation. Bonne vidéo! Bonjour à toutes et à tous, c'est Paléo News, l'émission qui fait des news avec du vieux. On commence ce Paléo News avec la crise Permien-Trias. La crise Permien-Trias, c'est une crise d'extinction de masse qui a eu lieu il y a 252 millions d'années et qui a vu s'éteindre, on estime, 90% des espèces qui vivaient. Donc c'est l'extinction pendant laquelle la vie a failli disparaître et ça ne s'est produit que il y a 252 millions d'années, c'est pas loin, hein, c'est juste avant les dinosaures, 252 millions d'années. Et on a ce nouvel article paru dans Nature Communication, donc quand même une belle revue. Donc un nouvel article d'une équipe très fortement internationale, avec des chercheurs chinois, sud-africains, américains, etc., etc. Cette équipe internationale qui démontre donc qu'il y a du mercure dans les dépôts de la crise Permien-Trias, partout dans le monde et notamment en Afrique du Sud. Alors, le mercure, c'est un élément qui est relativement rare. C'est pas un élément qui est inexistant non plus, mais c'est un élément qui est relativement rare et qui se promène pas beaucoup. Et en fait, on pense que, enfin, on a constaté dans l'hémisphère nord, en tout cas, qu'il y avait un pic de mercure dans les dépôts sédimentaires de l'hémisphère nord. Il y a un pic de mercure qui correspond à l'éruption des trappes de Sibérie. Vous connaissez les trappes de Sibérie? C'est ceux dont on pense que, enfin les trappes, déjà, ce sont des coulées volcaniques gigantesques, hein, c'est pas un seul volcan qui a fait ça, c'est vraiment une activité volcanique titanesque, hein, des millions de mètres cubes de lave dégagés sur des milliers de kilomètres carrés, des épaisseurs titanesque, hein, on parle de kilomètres d'épaisseur de lave qui se déposent, hein, quand on parle de traps. Et donc ces traps de Sibérie, on pense qu'ils ont dégagé suffisamment de CO2, suffisamment de polluants de manière générale, pour avoir provoqué l'extinction de la fin du Permien, donc l'extinction Permien-Trias. Donc ces traps de Sibérie, ils ont aussi libéré du mercure. Et le mercure, comme j'ai dit, c'est un élément qui se balade pas beaucoup. C'est un élément qui est relativement rare généralement sur la croûte terrestre, enfin dans la croûte terrestre, et encore plus dans les sédiments. Et il y a donc plusieurs équipes de recherche, notamment de l'hémisphère nord, et en Chine en particulier, qui avaient constaté qu'au niveau de la limite Permien-Trias, eh bien on avait une espèce d'excursion de mercure, c'est-à-dire un pic de production et de sédimentation de mercure qui avait lieu au niveau de la limite Permien-Trias, en coïncidence, on va dire, avec justement ces éruptions de trappes de Sibérie et la crise d'extinction de masse qui avait lieu à la même époque. Donc, il semblait évident, dans l'hémisphère nord au moins, que l'extinction de masse qui avait lieu à la fin du Permien était liée à l'éruption des trappes. Mais c'était pas encore évident dans l'hémisphère sud, et notamment en Afrique du Sud. Je vous rappelle qu'il y a que 2 endroits où on voit réellement bien la limite Permien-Trias. Il y a 2 endroits où il y a des coupes stratigraphiques à travers la limite Permien-Trias, c'est la Chine et l'Afrique du Sud. En Chine, c'est en dépôt marin, et en Afrique du Sud, c'est en dépôt terrestre. Donc la fameuse extinction des gorgonopsiens, des paréasaures et l'apparition des lystrosaurus, l'apparition la radiation adaptative des cynodontes, tout ce qui s'est passé du coup à cette limite Permien-Trias, eh bien, ça n'était pas réellement directement corrélé avec les trappes de Sibérie. Et il y avait d'ailleurs une énorme discussion sur quel âge avait cette limite Permien-Trias en Afrique du Sud. Certains disaient qu'elle était du même âge que l'extinction qui a lieu en Chine, et donc elle aurait été en même temps que l'éruption, et d'autres disaient que non, en fait, ce qu'on voit, le turnover, le changement de faune qu'on observe en Afrique du Sud, l'extinction des paréasaures, des gorgonopsiens et l'apparition de l'Istrosaurus, du coup, ce grand changement faunique
pour certains, il avait lieu avant la limite Permien-Trias. Donc, il y avait débat. Et bien là, cet article nous propose maintenant une section, enfin plusieurs sections à travers l'Afrique du Sud, à travers la limite Permien-Trias en Afrique du Sud. Et ce qu'ils ont pu voir, du coup, c'est que il y a effectivement une excursion de Mercure juste à l'endroit où on positionne la limite Permien-Trias, c'est-à-dire dans la Palinklouf member, donc le membre Palinklouf de la formation Balfour en Afrique du Sud. Ce qui veut dire, eh bien, que c'est la première fois qu'on trace une corrélation directe, une corrélation au sens géologique, c'est la première fois qu'on trace une corrélation directe entre l'extinction qui se produit dans le milieu terrestre en Afrique du Sud et le volcanisme de Sibérie. Avant ça, c'était une hypothèse, vous voyez? Et c'est là que c'est super intéressant, c'est que tous ces scénarios catastrophes que vous avez pu voir dans les documentaires, où on vous explique l'éruption volcanique qui déclenche qui éjecte du CO2, du coup il y a un réchauffement de l'atmosphère qui du coup libère les clatrartes, qui réchauffe encore plus l'atmosphère, et les espèces suffoquent, et le soufre, et les pluies acides, et les machins et tout ça, c'était de la spéculation. De la spéculation relativement rationnelle, relativement basée sur quand même des données qui existaient, mais il n'y avait jamais eu de lien direct tracé entre l'éruption d'un côté, en Russie, et l'extinction des gorgonopsiens des paréasaures et l'origine de l'Istrosaurus en Afrique du Sud. Ce lien n'avait jamais été fait. Et ben maintenant, grâce au mercure qui est donc produit par les volcans, le mercure qui est très rare par ailleurs, mais qui est ici, on le suppose, produit par les volcans, et bien grâce à ce mercure produit par les volcans, maintenant on a un lien direct entre le volcanisme sibérien et l'extinction qui a lieu en Afrique du Sud. Et donc maintenant, ce n'est plus de la spéculation de dire ok, c'est bien, il y a bien un truc lié au volcanisme qui s'est produit et qui corrèle en Afrique du Sud avec la crise d'extinction de masse. Donc vous voyez le turnover de faune, il a lieu ici. Donc dans la formation Balfour, au milieu de la Palinklouf member, et ici vous avez le début de la zone à l'Istrosaurus, donc le début du Trias, et ici vous avez la fin de la zone où on trouve les Daptocéphalus, mais aussi les Gorgonopsiens, les Paréasaures, qui est la fin du Permien. Et donc à 250 millions d'années environ, vous avez cette excursion de Mercure, et vous avez aussi ce changement de faune. Donc cette étude, elle est super intéressante parce qu'elle tisse finalement un vrai lien entre l'éruption et l'extinction, mais surtout elle vous illustre que avant ça, c'était des scénarios basés sur de la spéculation rationnelle. Et vous imaginez, on est en 2023, depuis combien de temps vous entendez parler de la fin du Permien? Depuis combien de temps vous entendez parler de l'extinction de tous ces animaux? Et depuis combien de temps est-ce qu'on vous dit c'est les traps de Sibérie qui ont provoqué cette extinction? Réfléchissez à depuis combien de temps on vous parle de ça, et maintenant, rendez-vous compte qu'on est en 2023 et que c'est la première fois qu'on tisse un lien direct entre les traps de Sibérie et l'extinction de la fin du Permien. Moi, ça me défonce. Moi, ça m'a mis en PLS. On reste dans les extinctions de masse avec l'extinction de la fin de l'Ordovicien, une autre des grosses extinctions de masse. Je vous rappelle qu'il y a 5 grandes extinctions de masse. Fin Ordovicien, fin Dévonien, fin Permien, fin Trias, et fin Crétacé. C'est les 5 grandes extinctions de masse. Et vous avez un nouvel article dans Trends in Ecology and Evolution, donc c'est encore une fois un journal très prestigieux, encore une fois écrit par une équipe relativement internationale, quoique essentiellement européenne. Et donc cet article nous parle de la crise de la fin de l'Ordovicien, donc une des 5 grandes extinctions de masse, et nous dit en somme que cette crise de la fin de l'Ordovicien, elle a pris quand même 10 millions d'années. Vous voyez que là, vous avez la diversité en termes d'espèces ici, la diversité en termes de genre, et ici, la diversité en termes de genre, mais estimée à partir d'une autre base de données. Donc vous avez la base de données de Rasmussen, vous avez la base de données de Sepkoski. Et donc, ils estiment finalement cette baisse de diversité au niveau spécifique, au niveau générique, avec plusieurs façons différentes. Et en fait, on voit que entre le pic de diversité et le creux maximum de diversité, il se déroule pas moins de à peu près 10 millions d'années. Enfin, en tout cas, environ 8 millions d'années. Et ça, c'est immense, C'est immense, c'est un pas de temps absolument immense, 10 millions d'années, Une crise d'extinction de masse,
Si vous reprenez par exemple celle du Permien, le pas de temps, il est d'environ 1 million d'années. En tout cas, peut-être même un petit peu moins que ça. Vous êtes à 251 ici, vous êtes à 251.7 ici, vous êtes à 252.2 ici. Donc vous avez un pas de temps d'à peu près 500 000 ans, quoi. 500 000 ans durant lesquels les phénomènes de l'extinction se sont déroulés. Là, on a 10 millions d'années. C'est 20 fois plus. Et du coup, ça pose la question, est-ce qu'on est en train de regarder un événement? Est-ce qu'on est en train de regarder plusieurs événements? Est-ce qu'il s'agit vraiment d'un événement, de manière générale? Donc ça pose réellement la question de la réalité finalement de cette crise d'extinction de masse. Est-ce qu'on n'a pas pris ça pour une crise d'extinction de masse parce que on avait un pas de temps, notamment les études qui ont été faites par Sepkoski, Raup et Sepkoski, avait un pas de temps d'environ 7 millions d'années. Donc quand on est à quasiment 8-10 millions d'années, enfin quand on a une extinction qui est étalée sur 8-10 millions d'années, avec un pas de temps de 7 millions d'années, en fait ça devient un instantané. Au lieu d'avoir un lent déclin sur 10 millions d'années, on a un pas de temps qui est instantané, quoi, Donc cette étude-là, en fait, elle remet en question même la réalité de cette extinction de masse, et du coup, on remet aussi en question au passage les facteurs qui ont pu la provoquer, cette extinction, parce que vous pouvez toujours discuter que c'est alors il y a eu de tout pour ça, il y a eu la météorite, il y a eu le refroidissement, le réchauffement, il y a eu la supernova, on a eu pour la fin de l'Ordovicien, on a eu tout un tas d'hypothèses et du volcanisme évidemment. Et donc on a eu tout un tas d'hypothèses qui ont été proposées pour tenter d'expliquer cette crise d'extinction de masse, des explications qui peuvent s'expliquer sur un pas de temps de 8 à 10 millions d'années. Il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Bon là, en l'occurrence, il privilégie un volcanisme. Mais on sait qu'on a eu une grosse période de froid à ce moment-là, qui n'est pas forcément, en tout cas, à un moment dans un intervalle de ces 8-10 millions d'années. On sait qu'on a eu une grosse période de froid, donc c'est pas vraiment cohérent avec du volcanisme, qui a plutôt tendance à relâcher du CO2. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que, ça remet pas mal de choses en question. On reste dans l'Ordovicien avec un nouveau site qui a été découvert au Pays de Galles, au Royaume-Uni, publié dans Nature, Ecology and Evolution, encore une revue prestigieuse. Une équipe, encore une fois, internationale et différente des deux précédentes, mais qui nous raconte en somme la même chose, et en l'occurrence, que on est à l'Ordovicien. Donc on est très très loin de l'explosion cambrienne maintenant, on a plusieurs dizaines de millions d'années de l'explosion cambrienne, et pourtant, dans cet Ordovicien, daté par graptolite, les graptolites c'est l'unité de mesure, c'est le fossile biostratigraphique du Paléozoïque. Alors les graptolites, ils permettent quand même une très fine résolution biostratigraphique, donc la datation Ordovicien moyen, on peut lui faire confiance. Et donc dans ces dépôts datés solidement du milieu de l'Ordovicien grâce à ces graptolites, il trouve une faune qui ressemble étrangement à celle du Burgess, qui date du Cambrien, donc plusieurs dizaines de millions d'années avant ça, qui date de ce qu'on appelle l'explosion cambrienne. Donc vous avez ici un truc qui ressemble à Opabinia, ici vous avez un truc qui ressemble à Anomalocaris, on reconnaît bien là les espèces de crochets de Anomalocaris, on reconnaît bien le corps segmenté d'Anomalocaris. On retrouve des vers qui ressemblent aux vers qu'on retrouve en abondance au schiste de Burgess. Bref, on retrouve une faune, là vous voyez cette faune ici reconstruite, on retrouve une faune qui ressemble, on a même des crustacés bivalves comme on en a dans le schiste de Burgess. Donc vous voyez une faune qui ressemble à s'y méprendre à celle de Burgess, mais à l'Ordovicien. Et du coup, ça vous fait vous poser la question, mais cette faune de Burgess, en fait, combien de temps elle a duré? Parce que d'habitude, on associe la faune de Burgess à Burgess, un genre de photo, en fait, du Cambrien inférieur. Ceux qui s'y connaissent le plus se rappelleront qu'il y a la même faune presque à Shenyang, qui est un peu plus vieille que les schistes de Burgess, mais en réalité, cette faune de Burgess, elle s'est perpétuée pendant très 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 longtemps, y compris jusqu'à l'Ordovicien. Et en réalité, faut savoir aussi par exemple que les trucs qui ressemblent à Anomalocaris, on en retrouve jusqu'au Dévonien. Donc voici Schinderanes bartlesii, c'est un animal de la même famille que Anomalocaris, les radiodontes. Enfin, c'est le même ordre, on va dire, que Anomalocaris, l'ordre des radiodontes, et il a vécu au début du Dévonien. Donc en fait, cette faune de Burgess, elle s'est pas du tout éteinte juste après Burgess, elle s'est perpétuée pendant des millions d'années après ça. Donc encore une fois, ça questionne réellement
le côté est-ce qu'il y a réellement eu une explosion cambrienne. Et d'ailleurs, quand on regarde les analyses génétiques, eh bien on constate que les groupes qui apparaissent pour la première fois dans le registre fossile durant ce qu'on appelle l'explosion cambrienne, en fait, leurs gènes, par horloge moléculaire, nous donnent une origine beaucoup plus ancienne. D'après les analyses génétiques, ces groupes devraient être beaucoup plus anciens que ça, jusqu'à 800 millions d'années, au lieu des 500 millions d'années que nous propose le schiste de Burgess. Donc, cette série d'articles, en fait, elle est assez ouf, parce qu'elle remet en question vraiment quelque chose qui semble être fondamentalement complètement accepté, mais en fait ne l'est pas du tout. C'est la réalité même de l'explosion cambrienne et la réalité même de la crise de la fin de l'Ordovicien. Et moi je trouve ça absolument oufissime. On reste dans le Paléozoïque et maintenant on parle du monstre de Tully. Le monstre de Tully, c'est pas un fossile, ce sont des fossiles parce qu'on n'en a pas retrouvé qu'un, mais qui ressemble à ça. Donc le cucu il est de ce côté-là, la tétette elle est de ce côté-là, on pense que la boubouche, elle était au bout de la trompe, et on pense que le cucu, c'est une nageoire. Et c'est à peu près tout ce qu'on peut vous dire du monstre de Tully. Il s'appelle le monstre de Tully parce que, à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas quoi en faire. Alors, il y a quelques années, était sorti un article qui faisait du monstre de Tully un possible poisson, parce qu'ils avaient eu l'impression de voir des ossements à l'intérieur et une organisation du système nerveux et du système musculaire qui semblait être cohérent avec un poisson. Mais ce nouvel article, qui a utilisé des rayons X pour étudier le monstre de Tully, nous propose qu'en fait, non. Ils n'ont pas retrouvé les structures en question. Ils n'ont pas retrouvé des os, ils n'ont pas retrouvé les branchies, ils n'ont pas retrouvé les myomères, donc l'organisation musculaire typique des poissons. Bref, et surtout ils avaient imaginé un genre de bras articulé dans cette trompe en fait du monstre de Tully. Donc bras articulés osseux qui semblaient indiquer que c'était un poisson. Non, en fait pour eux c'est un simple tentacule. Et si on a un tentacule, on n'a pas un poisson. Donc pour eux, au maximum, le monstre de Tully c'est un chordé, donc un cousin des poissons, mais qui est toujours un invertébré en l'occurrence, qui n'est pas encore invertébré. Mais pour eux, en tout cas, le monstre de Tully n'est pas un poisson. Toujours au rayon les animaux fantastiques et comment qu'on va les classifier. Stelladens mysteriosus, qui, comme son nom l'indique, est un mystère. Un mystère qui n'en est pas tellement un, puisqu'on a quand même réussi à se rendre compte que c'était un mosasaure. Une nouvelle espèce de mosasaure qui nous vient donc du Maroc, et qui a été décrit par une équipe essentiellement européenne, qui inclut notamment Noureddin Jalil du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Et donc ce nouveau mosasaure, qu'est-ce qu'il y a de mystérieux, Donc il a vécu au Maroc juste à la fin vraiment du Crétacé, au Maastrichtien, c'est un tout dernier mosasaure. Et donc ce mosasaure, ce qu'il y a de mystérieux, c'est qu'en fait quand on regarde ses dents, ça ressemble à la pointe d'un tournevis cruciforme. Vous voyez, quand vous regardez la dent côté apical, donc depuis le sommet, ça ressemble vraiment à la pointe d'un tournevis cruciforme. Il y a plusieurs carènes en fait qui partent dans toutes les directions. Et ça, on n'a jamais vu. On n'a jamais vu ça, ni chez les mosasaures, ni chez personne d'autre en réalité. Normalement, il y a deux carènes. Il y en a une vers l'avant, une vers l'arrière qui donne à la dent son côté tranchant. Non, là, il y a des carènes dans tous les sens. Et du coup, c'est un mystère parce que on ne sait pas ce qu'il mangeait. On ne sait pas d'où sortent ces carènes, ni ce qu'il mangeait. Vous voyez la taille de l'animal. En plus, c'est pas un très très gros mosasaure non plus. Donc, de quoi se nourrissait cet animal ? Les chercheurs proposent qu'il aurait pu se nourrir vraiment être très spécialisé pour une espèce de poisson ou pour une espèce de céphalopode, donc une espèce de pieuvre, quoi, ou en l'occurrence peut-être d'ammonite. Qui vraiment spécialisé dans un taxon en particulier, donc avoir des dents très spécifiques pour un régime alimentaire extrêmement spécifique. Après, il y a peu de chances, d'après ce qu'ils disent, les dents et notamment les carènes sont très délicates, donc il y a peu de chances que la bestiole se soit nourrie de trucs très très durs. Donc si c'était des ammonites, c'était des ammonites à coquille très fine. Peut-être plutôt des mollusques complètement mous éventuellement. Probablement pas des gastéropodes, mais enfin voilà. Du coup, on ne sait pas ce que mangeait Stelladens, mais ce dont on est sûr, c'est que c'est du jamais vu, donc c'est bel et bien une nouvelle espèce. Et du coup, son nom Stelladens, évidemment, signifie la dent en forme d'étoile.
On continue avec les gros animaux du Mésozoïque, mais on passe maintenant bien aux animaux terrestres, les dinosaures. Donc les dinosaures de la fin du Crétacé, probablement plus ou moins contemporains, on va dire, de Stelladens. Cette nouvelle étude parue dans la revue Diversity et essentiellement écrite par des chercheurs français nous propose une étude de la géochimie osseuse et dentaire de certains dinosaures du Crétacé de Sibérie. Donc voilà, le Crétacé de très très haut là-bas, de très très loin dans les hautes latitudes. Donc la géochimie isotopique, c'est finalement l'étude de la structure chimique des ossements fossiles. Et cette structure chimique, en fait, elle va nous renseigner sur différents aspects de la biologie des animaux, notamment l'eau qu'ils buvaient. Et l'eau qu'ils buvaient va être plus ou moins chargée en isotopes lourds de l'oxygène, en fonction de à quel point il faisait sec et à quel point il pleuvait. Alors c'est très simple, En Sibérie, enfin dans les très hautes latitudes, et déjà à l'époque du Crétacé, le climat était très contrasté. Donc on avait une saison sèche et froide et une saison humide et relativement plus chaude. Donc ce qu'on appellerait l'hiver et l'été, respectivement. Et du coup, pendant l'hiver, l'eau s'évapore, mais ce n'est pas n'importe quelle eau qui va s'évaporer, c'est l'eau qui contient l'élément isotopique, l'oxygène isotopique le plus léger. Donc l'oxygène isotopique le plus léger s'évapore et laisse derrière lui l'oxygène isotopique le plus lourd. Et du coup, l'eau de boisson de nos dinosaures va être surchargée en isotopes lourds de l'oxygène. C'est pas des isotopes radioactifs, vous en faites pas. C'est probablement pas ça qui les a tués. Et donc en se basant sur cette fragmentation, enrichissement en isotopes lourds en hiver et enrichissement en isotopes légers en été, et en se basant sur d'autres rapports isotopiques, pas seulement celui de l'oxygène, ils ont regardé plein de choses, et ils ont regardé par exemple le carbone aussi, donc ça vous donne à peu près les mêmes signaux, mais pas exactement de la même façon. Le carbone, ça va pas être lié à l'eau de boisson, mais plutôt à la nourriture, mais on va normalement retrouver plus ou moins les mêmes fragmentations isotopiques qui vont vous donner plus ou moins les mêmes signaux. Donc en regardant ça à la fois sur les os et les dents, mais aussi sur les coquilles d'œufs, on va savoir quand est-ce que les coquilles d'œufs se sont formées. En fait, on va pouvoir corréler la formation des coquilles d'œufs à la formation des os, et on va eux-mêmes les corréler à l'époque à laquelle ils ont été formés, à savoir plutôt pendant l'hiver, pendant la période sombre et la période sèche, ou plutôt pendant l'été, à savoir la période la plus humide. Et donc ce qu'ils ont constaté, c'est que les dinosaures du Grand Nord sibérien de la fin du Crétacé, pondaient tous leurs œufs à la fin de l'hiver. Donc en fait leurs œufs se forment pendant l'hiver, ils sont pondus à la fin de l'hiver, et comme ça les œufs ont le temps de maturer, enfin les embryons à l'intérieur des œufs ont le temps de maturer en fait quand le climat est le plus clément. Ce qui paraît logique, si vous voulez garder vos œufs au chaud, c'est quand même mieux de les pondre au printemps, on va dire, comme ça ils profitent de l'été pour rester bien au chaud. Donc là on a les carnivores ici en orange, on a les herbivores ici en bleu. Et vous voyez, les carnivores pondent leurs œufs et très très vite ils éclosent, et les petits peuvent profiter de ici ce qu'ils appellent la journée constante, puisqu'on est en très très haute latitude, donc les journées sont très très longues. Ils peuvent profiter de cette période-là qui est relativement chaude, relativement clémente, pour grandir et multiplier leurs chances de survivre. Et les herbivores, pendant ce temps-là, ils peuvent garder leurs œufs au chaud, comme ils ne couvaient probablement pas leurs œufs, contrairement aux carnivores. Les carnivores, on a des preuves qu'ils couvaient leurs œufs, mais les herbivores, eux, comme ils ne couvaient probablement pas leurs œufs, ils devaient les enterrer sous des monticules, donc eux, ils prennent, puis ils sont plus gros aussi, donc ça prend plus de temps. Généralement, les animaux plus gros, les œufs mettent plus longtemps à éclore aussi. Les herbivores, eux, pendant ce temps-là, ils enterrent leurs œufs, en fait, et leurs œufs vont grandir comme ça à l'abri d'un petit monticule de feuillage qui va libérer de la chaleur, et avec un petit peu de soleil, comme ça va les garder bien au chaud. Donc, vous voyez la quantité d'informations qu'on peut déduire de fossiles qui font cette tête-là. Voilà, c'est juste des petites dents, c'est juste des petits fragments d'os, c'est juste des petits fragments de coquilles. Vous voyez la quantité d'informations, la finesse des détails biologiques qu'on arrive à extraire de ces fragments, de ces fossiles extrêmement fragmentaires, des choses qui seraient considérées comme du menu fretin en d'autres circonstances. Ces fossiles, ils nous donnent une image
absolument incroyablement bien définis de leur biologie. On arrive à reconstruire comme ça des instants de vie à partir de petits rogatons, tout ça. Qu'importe si le fossile est beau, l'important c'est qu'il réponde à une question. Et ben là, c'est un magnifique exemple. On n'a pas besoin de fossiles extraordinairement beaux pour répondre à de belles questions, pour donner de belles réponses à de belles questions. Voilà. Et ça c'est beau. Et ça c'est beau. Ça va être le mot d'ordre de cette vidéo, je crois, c'est « et ça c'est beau ». On continue avec les dinosaures, mais cette fois on passe aux dinosaures modernes, j'ai nommé les oiseaux, avec ce nouvel article paru dans Science Advances, qui est un article de génétique, génétique du développement, donc on quitte les fossiles pendant un petit moment, pour parler un petit peu de comment on transforme un poulet en dinosaure. Vous vous rappelez le projet Chickenosaurus? Ça n'a rien à voir avec Chickenosaurus, mais il y a quand même des gens qui travaillent à savoir en fait comment les dinosaures se sont transformés en oiseaux, et donc cette équipe-là s'est intéressée à la transformation des écailles en plumes, et ici ils ont pris donc des pattes de poulet, enfin des poulets dont ils ont étudié les pattes, parce que les pattes de poulet toutes seules ça ne fait rien du tout, c'est mort, mais ils ont étudié en fait les pattes de poulet et comment en fait un gène, le gène Sonic Hedgehog, qui est donc Sonic le hérisson pour les anglophones, le gène que les scientifiques ont nommé Sonic le hérisson, est un gène du développement, c'est un homéogène, et il contrôle entre autres, en tout cas ce qu'ils ont découvert ici, c'est qu'il contrôle entre autres la transformation des écailles en plumes. Et en plus, ce qu'ils ont découvert, c'est que c'était pas quelque chose d'extrêmement difficile. En réalité, il suffit d'une seule injection au 11e jour du développement, d'un truc qu'ils appellent le Smoothen Agonist, ou SAG pour faire plus simple. Donc, le Smoothen Agonist, injecté en une seule fois au 11e jour du développement de l'embryon, transforme immédiatement, en fait, agit sur l'expression de Sonic Hedgehog et transforme immédiatement vos écailles en plumes. Et ça, c'est de la folie furieuse parce que ça démontre en fait avec quelle facilité on peut passer de l'un à l'autre chez les oiseaux. Il y a vraiment une plasticité au niveau de la structure des écailles qui permet très facilement de passer de écaille à plume, de plume à écaille, dans le développement. Alors c'est un article qui, comme vous le voyez, est très long, très compliqué. Donc là, je vous en donne vraiment la substantifique moelle, mais je vous invite quand même à aller le lire si vous en sentez le courage, pour comprendre quand même qu'il y a des subtilités derrière ça. Mais la grosse idée, c'est que c'est pas compliqué du tout chez les oiseaux de passer de écaille à plume. Et donc, on peut s'imaginer, on peut extrapoler à leurs ancêtres les dinosaures en se disant peut-être que c'était pareil aussi chez leurs ancêtres les dinosaures théropodes. Haha. On reste toujours dans le thème Chickenosaurus avec l'équipe de Jack Horner. Un nouvel article publié dans la revue très prestigieuse PNAS. Et donc cet article nous parle de la transformation, non pas des plumes cette fois, mais de la queue en pygostyle. Donc le pygostyle, si vous vous rappelez, c'est la queue des oiseaux. Donc les oiseaux n'ont pas une queue faite de multiples vertèbres, ils ont toutes les vertèbres un peu collées tout ensemble dans un petit moignon qui s'appelle le pygostyle, qui est grosso modo l'équivalent du coccyx pour un humain. Voilà, c'est pas exactement la même structure, mais c'est grosso modo la même chose. C'est la même philosophie derrière, c'est plein de vertèbres d'un ancêtre qui avait une longue queue, et la queue s'est raccourcie, et le tout s'est fusionné en un espèce de bouillie d'os, qui au lieu d'avoir des belles vertèbres séparées, vous avez cette espèce de bloc d'os qui forme un petit truc à la fin de la colonne vertébrale, juste après le bassin. Chez nous, on appelle ça le coccyx, chez les oiseaux, ça s'appelle le pygostyle. Et donc ce pygostyle chez les oiseaux ne se forme pas suite à une série d'expressions de gènes extrêmement complexes, extrêmement élaborées, non. Ce qu'ils ont montré, c'est qu'en fait, le pygostyle se forme en réponse à une inflammation. C'est une inflammation, comme quand vous vous faites mal et que vous avez une rougeur autour de cette blessure. C'est une inflammation, et en fait, ou là, comme par exemple l'arthrose. L'arthrose, c'est une inflammation des os, et cette inflammation des os, quand vous avez de l'arthrose, provoque l'os se répand en fait en réponse à l'inflammation, l'os se répand de façon un peu anarchique, et du coup ça fait fusionner entre eux des os qui devraient pas fusionner. Donc ça c'est l'arthrose, c'est une inflammation osseuse. Et en fait ce qu'ils ont découvert, c'est que chez les oiseaux, le pygostyle se forme suite à une inflammation, mais déclenchée par le corps lui-même pendant le développement de l'embryon. L'embryon se fait du mal tout seul pour que les vertèbres fusionnent. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Donc l'embryon
de poulet qui a une queue, hein, je le rappelle, les embryons de poulet ont une queue à un moment de leur développement, ils ressemblent très fortement d'ailleurs à un embryon de crocodile. Donc ces embryons de poulet vont se mettre à sécréter quelque chose qui va générer une inflammation, et cette inflammation va provoquer une arthrose forcée en fait, et le pygostyle va fusionner. Et c'est de la folie. Et c'est juste de la folie. Et pour les grands fans du Chickenosaurus, ça veut dire qu'il suffit d'injecter de l'anti-inflammatoire pour empêcher cette fusion d'arriver. C'est exactement ce que vous voyez sur cette figure-ci. Il suffit d'injecter de l'anti-inflammatoire au bon moment du développement, et pouf, vous avez un poulet avec une queue, avec des vertèbres non fusionnées. Donc en réalité, pour faire un Chickenosaurus, une des étapes pour faire un Chickenosaurus, eh bien c'est d'injecter de l'anti-inflammatoire. Mais là où c'est hyper intéressant en fait, réellement, hein, parce que Chickenosaurus, comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, c'est même pas un rêve en réalité, c'est juste un prétexte pour récolter de l'argent pour de la recherche. La vraie réalité réelle de cette recherche, c'est que vous n'avez même pas besoin de réprimer tous les gènes qui sont impliqués dans la formation de la queue en fait. C'est à la base, il suffit de générer cette inflammation pour empêcher tous les autres gènes de s'exprimer. Donc vous pouvez avoir 1000 gènes impliqués dans la formation de la queue d'un dinosaure. Il suffit littéralement juste de déclencher une inflammation au bon moment du développement pour que tous ces gènes la ferment, la bouclent, ne s'expriment plus, et pouf, vous avez un pygostyle. Donc un tout petit changement qui déclenche une énorme conséquence. C'est le principe des hétérochronies de Gould, hein, je le rappelle. Une mutation au bon moment du développement crée de grands changements. C'était ça, les hétérochronies de Gould. Et donc là, je m'adresse évidemment à tous ceux qui débattent les créationnistes qui disent ouais, mais comment il peut y avoir tout un millier de mutations qui sont bénéfiques et vont toutes dans le même sens? Non, il n'y a pas besoin d'un millier de mutations. Une mutation au bon moment et pouf, ça suffit. Et ça, c'est beau. Et cet article, donc, nous le démontre magnifiquement en nous disant, et en plus en montrant que l'inflammation, en plus, c'est ça aussi, c'est l'inflammation est un phénomène embryogénétique. On reste justement bien dans les arguments anti-créationnistes avec un nouveau gigantesque projet qui a été publié dans la revue Science. Donc dans la revue Science, un nouveau gigantesque projet de génétique qui s'appelle Zoonomia. Plusieurs articles qui ont été produits, je crois qu'il y a une dizaine d'articles qui ont été publiés dans la revue Science. Il y a un volume entier de Science en fait qui est dédié à ce gigantesque projet de génétique, de génomique en l'occurrence sur les mammifères modernes. Donc ils ont réussi à extraire il y a 140 génomes complets de mammifères. Donc la différence entre une étude génétique classique et une étude génomique, c'est que sur une étude génétique, vous avez que un ou plusieurs gènes qui vont être ciblés. Une étude génomique, c'est une étude qui se fait à l'échelle de tous les gènes et aussi de tout l'ADN non codant. C'est ça une étude génomique. On n'inclut pas que des gènes, que la partie exprimée de l'ADN, on inclut aussi tous les ADN non codants, enfin toutes les parties de l'ADN qui sont non codants. Et donc ils ont inclus, je crois, 146 espèces. Donc c'est la plus grosse base de données de génome de mammifères qui a jamais été produit. Ils ont notamment publié cet article, hein, voilà, une nouvelle échelle génomique de l'évolution des placentaires où en fait ils arrivent à obtenir une horloge moléculaire qui a beaucoup de données, donc qui est très très précise, et grâce à cette horloge moléculaire, ils datent l'origine de tous les mammifères placentaires, vous voyez, du milieu du Crétacé, origine des mammifères au milieu du Crétacé. Mais là où ça change, ça si vous avez vu mes cours de mammalogie, vous savez que c'est pas nouveau, hein, l'origine des mammifères placentaires profondément dans le Mésozoïque, c'est pas quelque chose qui est particulièrement nouveau. Par contre, ce qui est nouveau en fait, c'est qu'au lieu d'avoir une diversification de ces mammifères modernes déjà à la fin du Crétacé, en fait, vous voyez que ces lignes, elles restent relativement peu diversifiées jusqu'à ce qu'on atteigne en fait le Cénozoïque, donc le Paléogène. Donc on a une diversification des mammifères modernes au Paléogène, même si on a une origine au Crétacé. Donc ça c'est intéressant, c'est nouveau, et c'est permis par justement la paléogénomique. Et donc parmi ces études de génomique que nous propose le projet Zoonomia, il y a cette étude ici sur les délétions spécifiques à l'être humain, donc ce qu'ils appellent des H-condèles.
Donc ça, on dirait du ch'timi, donc les shkondels. Bonjour à tous les ch'timis qui me regardent. Donc les shkondels, ce sont des délétions qui sont spécifiques aux humains. Les délétions, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des morceaux d'ADN en fait qu'on a perdus. Donc les morceaux d'ADN que les êtres humains ont perdus, on appelle ça des shkondels. Et là où je trouve ça fantastique en fait, c'est que vous savez, les créationnistes, ils sont toujours en train de nous dire ouais, mais la sélection naturelle, elle enlève des trucs, et puis les mutations, elles sont tout le temps, elles sont jamais bénéfiques. Du coup, l'évolution, ça marche pas. Et là, on parle de délétion, c'est-à-dire des morceaux qu'on enlève littéralement de l'ADN. C'est des morceaux qu'on enlève de l'ADN, et pourtant ces morceaux qu'on a enlevés de l'ADN ont été bénéfiques au développement de l'être humain, et notamment de son cerveau. Donc il y a tout un paragraphe qui est dédié aux effets neurologiques des shkondels. Et ces shkondels, vous voyez, ils ont des effets par exemple sur le volume du cerveau, sur des gènes qui contrôlent le volume du cerveau. Donc on a enlevé des parties du génome, on a enlevé de l'ADN de l'être humain, et ça a fait grossir son cerveau. 2 gènes ici qui, après avoir enlevé ces fragments, au final agissent sur le développement du tube neural chez les mammifères. Donc on a après avoir enlevé ces gènes chez l'être humain, eh bien le développement du cerveau est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Là, on a encore un autre gène dont le fait d'avoir enlevé certaines parties a des effets sur le cerveau, et notamment sur les capacités cognitives, donc la capacité à réfléchir. Donc on a tout ce paragraphe ici de cet article qui, dans l'essence, nous dit on a enlevé de l'ADN d'Homo sapiens et ça a ajouté de la valeur à son cerveau. Et ça, les créationnistes en PLS, ils comprendront pas. Donc voilà, ça, je vous en fais cadeau. Enfin, c'est Zoonomia qui vous fait cadeau de cet article. C'est un article qui est très complexe, je vais pas vous le cacher, il est très très long et très difficile à lire. Mais vraiment, cette partie-là, c'est de l'or en barre, parce que vraiment, tous les créationnistes qui vous disent l'évolution, ça enlève, ça ne rajoute pas, là, c'est vous enlevez de l'ADN et ça vous rajoute du cerveau, ça vous rajoute des capacités cognitives, et là tu fais filet de bave là sur le côté, les créationnistes. Voilà, je vous en fais cadeau. Merci Zoonomia, merci de nous avoir fourni ce magnifique exemple d'évolution qui fait marche arrière sur l'ADN, mais du coup ça fait faire marche avant sur les capacités cognitives. On reste dans l'étude de l'évolution génétique humaine avec un article sorti maintenant dans la revue Nature. Alors entre Nature, Science, on en a vu du bel article aujourd'hui. Franchement, je me fous pas de vous là. On a vraiment vu du beau matériel. Donc on reste dans le beau matériel avec des grands auteurs, des grands articles sur la génétique humaine. Et donc ce nouvel article paru dans Nature et qui nous propose en fait que la génétique humaine a été structurée de façon molle en Afrique. Alors qu'est-ce que ça veut dire que ce titre bizarre là, qu'est-ce que c'est qu'une structure génétique molle en Afrique ? Eh bien c'est tout simplement qu'en fait, autrefois on croyait qu'on avait une génétique très fortement structurée, à savoir une origine pointée en Afrique de l'Est. Ça c'était le scénario de base. Alors certains avaient proposé l'Afrique du Sud, mais peu importe, le fait est qu'on avait vraiment une structure très forte, soit un noyau d'origine d'Homo sapiens en Afrique de l'Est, soit un noyau d'origine d'Homo sapiens en Afrique du Sud. Mais on avait vraiment une structure avec un noyau. Et en fait, et dans cette structure noyautée, on va dire, il y avait eu des introgressions, notamment des ajouts de gènes d'une population archaïque. Vous avez certainement entendu parler de ça, qu'il y avait des populations archaïques qui avaient peut-être subsisté pendant plusieurs centaines de millions d'années et qui s'étaient ensuite hybridées avec Homo sapiens en Afrique. Donc ça, c'était ce qu'on pensait. Mais en fait, cette nouvelle étude nous propose qu'en fait, non, on n'a pas eu une population très structurée et ensuite des gènes qui sont venus de je ne sais où, de populations archaïques qui ont survécu, on sait pas trop comment. Ce qu'il nous propose, c'est qu'en fait, on a eu une structure très peu solide, avec plusieurs noyaux, une structure en fait où les échanges génétiques étaient beaucoup plus fréquents. Donc on aurait eu une structure génétique qui reflèterait, au lieu d'avoir une origine soit un noyau en Afrique de l'Est, soit un noyau en Afrique du Sud, eh bien on aurait eu une structure génétique plus diffuse, panafricaine. Donc du coup c'est vraiment toute l'Afrique en fait, toutes les populations africaines d'Homo sapiens qui a
presque tous les moments de son évolution, depuis l'évolution génétique d'Homo sapiens, on peut la retracer jusqu'à 120 000, 200 000 ans. Donc c'est toute la structure génétique d'Homo sapiens, en fait, qui depuis au moins 120 à 200 000 ans serait constamment en train de s'échanger des gènes, en fait. Donc ici, ce qui vous montre, c'est un noyau sud-africain, un noyau est-africain, un noyau ouest-africain, un noyau est-africain, qui n'arrête pas, en fait, de s'échanger des gènes, alors que dans les précédents modèles, vous voyez, là, les 3 modèles qui vous sont montrés là, on n'a quasiment pas d'échange, en fait, entre les populations avant l'époque moderne. Donc la toute dernière ligne que vous voyez là, où tout le monde baise avec tout le monde, là, c'est cette ligne-là. Ça, en fait, c'est récent, mais en fait, même avant ça, du coup, ce qu'il propose, c'est qu'on aurait une racine molle, en fait. C'est exactement ça ce que veut dire le titre, hein, une racine molle, une structure faible à la racine de Homo sapiens. Donc on aurait eu cette racine molle avec des échanges génétiques entre les populations d'Afrique du Sud, d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique de l'Est. Et c'est à cause de cette racine molle, en fait, qu'on aurait l'impression qu'il y a des gènes très anciens qui se sont baladés, qui se sont d'un seul coup injectés dans Homo sapiens moderne. En fait, c'est juste du polymorphisme, hein, c'est-à-dire qu'il y a certaines populations qui avaient conservé certains anciens gènes, et elles se sont juste échangées, ces anciens gènes. C'est juste qu'on n'a pas trace de ces populations aujourd'hui, quoi. Mais c'est certaines populations d'Homo sapiens modernes. Il y a pas eu de grand événement de baise avec un être humain archaïque, tu vois, genre Homo naledi, par exemple. Donc il n'y a pas eu d'événement comme ça. Du moins, c'est ce que suggère cet article. Et donc, si vous vous rappelez bien, c'est ce qu'avait proposé cette origine panafricaine d'Homo, à l'opposé d'une origine nucléaire quelque part en Afrique de l'Est. Cette origine panafricaine de Homo sapiens, c'est ce qu'avait proposé Jean-Jacques Hublin et son équipe lors de la découverte du crâne de Djebel Irhoud, ou en tout cas lors de la réattribution des restes de Djebel Irhoud à Homo sapiens archaïque. Djebel Irhoud, les restes humains de Djebel Irhoud, ils ont 300 000 ans, et c'est Homo sapiens. Ce sont les plus anciens restes d'Homo sapiens, ce qui avait fait dire à l'époque, en fait, que, au lieu d'avoir une racine d'Homo sapiens en Afrique de l'Est, une racine nucléaire d'Homo sapiens en Afrique de l'Est, eh ben, en fait, on avait une racine diffuse partout en Afrique, pas seulement en Afrique de l'Est, mais du coup, Djebel Irhoud, c'est en Afrique du Nord. Donc, si on a Homo sapiens archaïque à la fois en Afrique de l'Est, à la fois en Afrique du Nord, Jean-Jacques Hublin et son équipe avaient proposé que la racine était plus diffuse, la racine était panafricaine. On passe maintenant aux autres mammifères, donc on sort d'Homo sapiens. Alors avant qu'on commence sur les nouvelles découvertes sur les mammifères, je voulais juste vous mentionner au passage qu'il y a un article dans Science et Vie consacré à l'évolution des mammifères et à comment ils ont conquis le monde, notamment à la limite Permien-Trias, comment ils sont passés d'un état où ils étaient dominés par les dinosaures à un état où ils sont devenus les dominants. Donc il y a tout un dossier là-dessus dans le dernier Science et Vie, dossier auquel j'ai participé. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller, c'est le dernier volume de Science et Vie. C'était la petite aparté self-promotion. Maintenant, on repasse à la recherche, la vraie, la bonne recherche, celle publiée dans Science. Pour changer, de nouveau un article dans Science. Nature et Science, vous êtes vraiment très gâtés ce mois-ci. Donc cette nouvelle recherche parue dans Science et qui nous explique l'évolution vers la méga-herbivorie, vers le gigantisme chez une lignée de mammifères très connus qui s'appelle les brontotères. Enfin une famille de mammifères très connus qui s'appelle les brontotères, ou aussi connus comme étant les titanotères. Il s'agit d'animaux herbivores relativement proches, au moins physiquement, des rhinocéros. Ils étaient proches parents des rhinocéros et des chevaux, etc. Ce sont des périssodactyles. Et donc ces brontotères, ils ont largement dominé l'Eurasie pendant l'Éocène. Alors ils trouvent leur origine au Paléocène et vont s'éteindre à la toute fin de l'Éocène, début de l'Oligocène. Et donc ces brontotères, ils sont caractérisés notamment par cette tendance vers le gigantisme. C'est d'ailleurs les brontotères qui ont inspiré Cope a énoncé sa fameuse loi, la loi de Cope, qui dit que les lignées de mammifères, ça commence toujours petit, ça finit toujours gros. C'est ça la loi de Cope à la base, hein, ça s'applique surtout aux mammifères, et ça dit qu'en gros on commence petit, on finit gros. Alors il y a plusieurs explications à cette loi de Cope. La première, c'est déjà que c'est pas une loi, hein, c'est une tendance évolutive, c'est une règle statistique, mais certainement pas une loi. Hein, évidemment, les lois n'existent que pour être transgressées, hein, dans la nature. Donc enfin dans la nature, en biologie du moins.
Les lois, on a bien essayé d'énoncer des lois, mais ça marche jamais à fond. Mais bref, déjà faut relativiser que ça arrive pas si souvent que ça au final, mais surtout faut relativiser le fait que quand on regarde l'évolution justement au cours du temps ici, la stratigraphie du poids du corps en kilogrammes ici à la verticale, eh bien on voit que au fur et à mesure du temps, certes, il y a une tendance très nette à augmenter la taille du corps, mais il faut pas perdre de vue que quand même à des moments, il existait des brontotères gigantesques, certes, notamment sur la fin, mais il y avait aussi des brontotères de taille moyenne qui flirtaient plutôt vers 1 tonne, et il y avait des brontotères plutôt de petite taille qui flirtaient autour de la centaine de kilos, voire même des plus petits que ça si vous remontez légèrement dans le temps. Donc la plupart des lignées en réalité se diversifient en termes de taille. La plupart des lignées de mammifères, j'entends, se diversifient en réalité en termes de taille, comme les chevaux par exemple. Et puis nous humains allons focaliser juste sur les plus gros, en ignorant un petit peu les éléments les plus petits, et du coup on va rater cette diversification pour se focus seulement sur les trucs qui deviennent de plus en plus gros, parce qu'on aime bien ça quand c'est gros, mais surtout on aime bien quand ça donne des tendances évolutives très nettes. Bon, là chez les brontotères on a quand même cette particularité qui est que certes on a une diversification en termes de taille, mais on a quand même une très très large domination d'une tendance vers le gigantisme. Vous voyez que quand même le gros de cette lignée là, elle va quand même vers le haut au niveau du poids en kilogrammes. Ça va plutôt quand même largement vers le haut. Donc ce qu'a fait cette équipe ici, c'est en fait tester quels étaient finalement les moteurs de cette diversification / augmentation de la taille du corps. Et en fait, ce qu'ils ont déterminé ici, grâce à une phylogénie très 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 complète et grâce à des outils statistiques, c'est qu'en fait, les brontotères, à chaque fois qu'il y avait un événement de spéciation, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous aviez un tronc commun d'un certain poids, on va dire, un tronc commun d'animaux d'un certain poids qui avaient l'occasion de se séparer en des animaux légèrement plus gros et des animaux légèrement plus petits, en fait, systématiquement, les brontotères ne se sont pas dirigés vers les tailles les plus grandes, ce qu'on attendrait d'une tendance évolutive guidée par une loi telle la loi de Cope, mais en réalité, ils se sont divisés, et systématiquement, les plus petits se sont éteints. Donc en fait, à chaque fois, vous aviez une division, et les plus petits se sont éteints, et donc vous aviez de nouveau une division, et les plus petits se sont éteints, et ainsi de suite, vous donnant, au final, cette impression que la tendance est essentiellement vers le haut, essentiellement vers des poids gigantesques. Mais c'est juste qu'à chaque fois que vous avez une spéciation vers le bas, en fait, elle finit par s'éteindre beaucoup plus vite que la spéciation qui a eu lieu vers le haut. Donc en fait, il y a une genre de voie de moindre résistance pour les brontotères qui a lieu vers l'augmentation du poids. Et ça, c'est logique quand on regarde la biologie des animaux gigantesques. Les animaux gigantesques, et notamment les herbivores, ils ont des avantages non négligeables sur les herbivores plus petits. Ces avantages, ce sont déjà le fait d'être plus gros, vous avez un plus gros système digestif, vous avez donc une plus grosse chambre de fermentation, et donc vous pouvez extraire plus de nourriture, enfin plus de nutriments d'un bol alimentaire équivalent. Donc oui, vous avez besoin de beaucoup plus manger qu'un animal de petite taille, vous consommez en valeur absolue beaucoup plus de ressources, certes, mais vous les utilisez beaucoup mieux. Et ça, c'est un avantage non négligeable comparé à un petit animal. Les animaux de grande taille aussi, ont certes beaucoup plus besoin de manger, mais en cas de famine résistent beaucoup plus longtemps. Alors que les animaux de petite taille, c'est des mobylettes quoi, faut leur remplir, c'est des locomotives, faut remplir tout le temps, sinon ça crève très très vite. Donc vous avez quand même une plus grosse résistance, une plus grosse résilience à des changements, à des variations de la quantité de nourriture. Les animaux de grande taille, notamment les herbivores, sont moins sujets à la prédation, en tout cas une fois qu'ils sont adultes, donc ils peuvent se reproduire beaucoup plus aisément une fois qu'ils sont adultes. Il y a très très peu de concurrence chez les animaux de grande taille, donc il y a personne qui va venir vous embêter. Donc c'est pour ça par exemple qu'aujourd'hui vous avez les éléphants, les derniers représentants des proboscidéens sont les éléphants, ce sont des animaux de grande taille. Et c'est une tendance qu'on voit très souvent chez les lignées de mammifères, chez les chevaux par exemple. Pourquoi ? Parce que personne vient les embêter là-bas. En fait, dans cette niche des animaux de grande taille, ils sont relativement tranquilles, il n'y a pas trop de concurrence non plus. Donc ça, c'est un autre des grands avantages
d'être de grande taille, c'est que en fait être de grande taille, c'est pas facile à faire, c'est pas facile à accomplir, et du coup il y a très peu d'animaux qui atteignent ce point-là, notamment chez les mammifères. L'extraordinaire diversité des mammifères est faite d'animaux de moins de 100 kilos. Donc une fois que vous avez dépassé la barre des 100 kilos, vous êtes relativement peinard dans votre niche écologique. Vous voyez, dans un grand espace écologique, être de grande taille, c'est un coin qui est relativement peinard. Bref, donc être de grande taille, ça a plusieurs avantages. Ça a énormément d'avantages. Et donc ce qui s'est passé, d'après ces auteurs, avec les brontotères, c'est que oui, il y a eu des tentatives évolutives de diversification des brontotères vers des espèces de plus petite taille, mais à chaque fois elles se sont fait éliminer, et d'où cette impression qu'en fait on a une tendance évolutive quasi constante vers les animaux de grande taille. Maintenant, il y a une raison pour laquelle la niche écologique animaux de grande taille est une niche écologique relativement peinard. C'est parce qu'une fois qu'on est de grande taille, on a quelques problèmes. Et notamment, quand arrive l'Éocène, enfin la fin de l'Éocène et le début de l'Oligocène, vous avez la grande coupure, qui est un événement d'extinction qui est dû à deux choses, donc des migrations d'une part, donc il y a des espèces notamment asiatiques qui vont se mettre à se répandre dans le monde et à concurrencer les autres espèces, et vous avez aussi une glaciation, donc le début en tout cas d'un refroidissement qui va au final terminer en glaciation, et cette glaciation qui aura lieu à l'Oligocène. Donc vous avez un début de refroidissement qui va terminer par une glaciation, et donc ce début de refroidissement va voir les forêts qui vont être graduellement remplacées en fait par des savanes ou des steppes. Donc en gros il va y avoir une aridification générale du climat avec ces grandes étendues herbeuses qui vont commencer à se répandre. Et donc tout ça, c'est des événements perturbateurs dans l'évolution d'une lignée animale. Et en fait, le problème, c'est que quand on est de grande taille, il y a des phénomènes physiques qui font que vous avez très très peu de répondants en fait à ces changements climatiques et environnementaux. Notamment, quand vous êtes de grande taille, vous avez des temps de gestation plus longs, vous mettez plus longtemps à devenir adulte, donc vous avez des temps de génération qui sont beaucoup plus grands. Et donc vous êtes moins adaptable. Vous avez moins cette possibilité, justement, grâce à une nouvelle génération, vous avez moins de possibilités de brassage génétique et moins de possibilités de nouvelles mutations qui apparaissent. Donc vous devenez sensible, en fait, à des changements. Vous êtes plus résistant dans un environnement stable, vous êtes plus résistant dans un environnement généralement stable avec des petits changements ponctuels, on va dire, des changements, comme je le disais, en abondance de nourriture ponctuelle mais pas de longue durée. Par contre, s'il y a un changement qui commence à s'inscrire dans la durée, c'est la catastrophe parce que vous pouvez pas évoluer en fait. Vous êtes coincé dans un espèce de cul-de-sac en fait, et ça c'est dû à la taille. C'est dû à le fait d'avoir une taille géante. Et donc c'est probablement ce qui est arrivé à nos bons brontotères. Donc voilà, cet article sur les brontotères, il est vraiment tout à fait fascinant et je vous le recommande parce que du coup, il vous apprendra plein de choses sur l'évolution des brontotères et il est peut-être un poil plus facile à lire que ceux qu'on a vus avant. Et on termine ce Paléo News, une fois n'est pas coutume, on va terminer avec des vertébrés au lieu de terminer avec des invertébrés. On reste dans les mammifères avec maintenant les cétacés. Alors comme tout à l'heure j'ai parlé de fossiles russes, juste pour contrebalancer, je vais vous parler de fossiles ukrainiens. Parce qu'il y a encore de la recherche qui a lieu à Kiev, sachez-le. Ça m'a surpris. Malgré du coup la guerre qui est en cours là-bas, les chercheurs ukrainiens arrivent tout de même à produire de la recherche. Les paléontologues ukrainiens arrivent à produire de la recherche. Donc celle-là, elle est publiée dans un journal qui s'appelle Frontiers in Earth Science. C'est un journal relativement jeune quand même. Donc il n'y a pas encore une très très grosse réputation, mais c'est un journal qui est valide. J'ai publié aussi dedans, c'est très très bien. C'est pas un journal prédateur. Et donc il nous parle de vertèbres de Basilosauridés d'Ukraine, donc des cétacés, des cétacés archéocètes qui ont été découverts en Ukraine. Et en fait, ils ont passé ces baleines, enfin ces os de baleines de Basilosauridés au scanner. Un scanner à rayon X, un scanner médical, pour étudier la texture de leur os. Et en fait, ce qu'ils trouvent, c'est que les os des Basilosauridés sont extrêmement denses, alors que chez les cétacés modernes, les os sont plutôt poreux. Et donc, l'extrême densité des os chez les Basilosauridés, c'est quelque chose qu'on retrouve parmi les animaux modernes, notamment chez les animaux qui sont semi-aquatiques, comme les otaries, ou comme les hippopotames par exemple. Donc des animaux qui sont pas encore complètement aquatiques. Ce sont chez ces animaux-là qu'on a en fait cette texture osseuse très très dense dans les côtes
et dans les vertèbres. À l'inverse, ou les spinosaures par exemple, on retrouve ça aussi chez les Spinosaurus en tout cas. À l'inverse, les cétacés et les ichthyosaures par exemple, qui sont des animaux complètement aquatiques, eux, ils ont des vertèbres qui sont extrêmement poreuses. Et alors, chez les ichthyosaures, je sais pas, mais par contre, parce qu'ils sont plus vivants aujourd'hui, mais par contre chez les cétacés, ça sert à stocker de la graisse. Donc vous avez la couche de graisse extérieure qui sert à isoler le corps, et ça c'est une couche de graisse qui ne sert pas de réserve. Par contre, vous avez la graisse stockée à l'intérieur des vertèbres et des os, qui, elle, sert de réserve. Ça sert de réserve d'énergie. Donc par contre, la graisse extérieure, faut surtout pas y toucher, parce que si vous touchez à la graisse extérieure, vous crevez de froid. Donc la graisse extérieure, on n'y touche pas, mais la graisse intérieure stockée dans vos vertèbres, ça par contre, on peut taper dedans. Eh bien, Basilosauridés n'avait pas de graisse intérieure, du coup, il n'avait pas de réserve de graisse intérieure, donc on peut imaginer, bon, c'est cohérent avec Basilosauridés, les Basilosauridés vivant dans la Thétis, c'est-à-dire dans une mer relativement chaude. Mais aussi, ça veut dire, s'il n'avait pas de réserve de graisse intérieure, ça veut aussi dire qu'il avait une réserve de graisse extérieure dans laquelle il tapait quand il faisait faim, quoi, quand il faisait famine. Donc il se servait encore de sa graisse extérieure, donc ça nous apprend sur la physiologie des Basilosauridés. Et puis surtout, ça veut dire que les Basilosauridés, comme Basilosaurus, tout membre réduit qu'ils avaient, je vous rappelle que les Basilosauridés ont des tout petits pieds, des toutes petites jambes, donc ils retournaient pas sur Terre, c'était pas des animaux semi-aquatiques. Par contre, ça veut dire que leur ancêtre semi-aquatique était pas loin derrière eux, et qu'ils avaient encore conservé finalement cette habilité, si vous voulez, à avoir les os très très denses pour les maintenir au fond de l'eau. Après, une autre possibilité aussi, c'est pas forcément un reliquat phylogénétique, ça pourrait aussi être comme chez les dugongs et les lamantins, où en fait, ils vivaient au fond de l'eau, au fond d'eau très très peu profonde. Et ça, c'est aussi cohérent avec le fait que généralement, les Basilosauridés, on les retrouve dans des anciennes mangroves, dans des anciens lagons, donc dans des endroits où l'eau était peu profonde. Donc les dugongidés et les lamantins, ce sont des animaux qui sont complètement aquatiques, mais dont les os sont hyper denses, comme ce Basilosauridé. Et ça, c'est parce qu'ils vivent dans des eaux peu profondes et ils se maintiennent au fond de l'eau grâce à cette densité osseuse. Donc voilà, ça c'est les deux possibles explications. Je crois que celle qui préfère, si je me rappelle bien, celle qui préfère dans cet article-là, c'est l'explication selon laquelle ils vivaient dans des eaux peu profondes. Mais ça peut être aussi un reliquat phylogénétique de leurs ancêtres qui étaient encore semi-aquatiques. Et ils n'avaient pas encore perdu cette habilité, et vivant dans des eaux chaudes, ils n'avaient pas encore eu besoin finalement d'avoir une couche externe de graisse pour les protéger du froid aussi. Vivant encore dans des eaux relativement tropicales, je rappelle qu'on est à l'Éocène, il n'y a pas encore eu ce grand refroidissement, il n'avait pas encore eu lieu, ce refroidissement, donc il faisait encore très chaud à l'Éocène. Donc vous imaginez vivre dans des eaux tropicales à l'Éocène, c'était relativement confortable, et vous n'aviez pas vraiment besoin d'une bonne couche de graisse pour vous protéger des eaux froides. Donc voilà les deux explications qu'on peut avancer d'après ces fossiles ukrainiens du coup. Et la troisième chose, c'est oui, la paléontologie ukrainienne n'est pas morte. Voilà, c'était Paléo News, je vous remercie de l'avoir suivi, abonnez-vous pour ne rien manquer d'ancien et je vous dis à très bientôt.